Bonjour à tous, bienvenue dans cette 8e vidéo de mon challenge crypto. J'espère que vous avez apprécié la petite miniature un poil putaclic si je puis dire, mais tout à fait réel, hein. Le jeton cœur va me faire plus de 70% en 6 heures, et d'ailleurs on va aller voir après quel est son potentiel, est-ce qu'il va faire plus ou moins. Je vais d'abord vous donner bien sûr mon avis, faire une petite analyse fondamentale de ce que c'est, est-ce que je trouve que c'est intéressant d'en détenir sur du long terme, et on est parti. Donc d'abord, il faut savoir que le Curve, du coup, c'est le jeton de la plateforme qui porte le même nom, Curve, et qui, du coup, est un échange décentralisé, un échangeur décentralisé. Donc au niveau de l'histoire, rapidement, il a été fondé autour de la liquidité des stablecoins. Donc l'idée initiale, c'était d'échanger les stablecoins à des frais relativement, les plus bas possibles, en fait, même pas relativement, c'est le plus bas possible, et de proposer en fait des revenus stables. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prêtaient leurs stablecoins à d'autres personnes et qui en échange percevaient les frais. Voilà l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que le nom du projet vient des bonding curves, en fait. C'est ce qui devait déterminer les prix dans les pools de liquidité. J'y reviens parce que quand on est dans la finance décentralisée, c'est pas comme sur Binance. Au niveau de la personnalité de l'entreprise, on est sur une personne en particulier qui s'appelle Mikhail Egorov, qui est un scientifique russe et qui a lancé du coup le CRV en 2020. Il faut savoir qu'il est passé par MakerDAO, donc qui propose le DAI, et par Uniswap, qui est quand même une des plus grosses plateformes décentralisées au niveau des cryptos. Qu'est-ce qui nous apporte concrètement ce projet? Déjà, il y a une première version basée sur les stablecoins, un peu comme on l'a vu. Au niveau de sa V2, il a proposé des échanges sur les cryptos volatiles et ça a permis de vraiment le diversifier, de plus le faire s'apprécier par la communauté. Sa grande spécialité, c'est la minimisation des frais de slippage, c'est-à-dire la différence entre le prix que vous voyez, le prix offert, et ce que vous allez vraiment payer. Parce qu'en fait, il y a vraiment des petites variations tout le temps. Et si vous avez des gros montants, ça fait une grosse variation. Et même, il y a des fois où, sans le fait d'avoir des grosses variations, juste vous allez avoir un prix qui est quand même important et c'est assez frustrant. Là, ça permet, ils ont trouvé techniquement le moyen de réduire au maximum ces frais-là. Au niveau des concurrents, on est sur du classique, hein, tous les DEX, donc de l'Uniswap et compagnie. Concrètement, au niveau de la tech, qu'est-ce qu'on peut aller dire? Pas grand-chose parce qu'on n'est pas sur une blockchain, mais il y a quand même des éléments. Donc comme je dis, on est sur un DEX, donc un échange décentralisé. Donc vous n'avez pas de carnet d'ordre comme par exemple sur Binance. Vous avez en fait une pool, donc il faut imaginer une espèce de piscine dans laquelle les utilisateurs qui veulent gagner de l'argent de façon safe, entre guillemets, vont envoyer leur liquidité, donc sous la forme qui les intéresse. Ça peut être des stablecoins, ça peut être du coup d'autres cryptos, l'Ethereum, etc. Et ils s'attendent au bout d'une certaine période de blocage à recevoir plus que ce qu'ils ont laissé. Ça, c'est l'idée. Donc, ils vont percevoir les frais, en fait, des personnes qui, en face, vont avoir besoin de cette liquidité pour faire des achats, pour faire des trucs, et qui vont, du coup, vont payer des frais. Donc, l'idée, quand je prête de l'argent, c'est que je m'attends à recevoir ce que j'ai prêté, plus eh bien, les frais. Donc, un peu plus que ce que j'ai prêté. Là, le risque là-dedans, c'est le risque d'impermanent loss, c'est-à-dire que la valeur que vous avez prêtée, si c'est pas un stablecoin, elle est censée fluctuer. Par exemple, si j'ai prêté 1000 euros de TH et que j'ai un rendement de 2% dessus, enfin un rendement des prêts, grâce aux frais de 2%, je vais a priori sortir 1020 ETH. Mais si le TH il a fait 10% sur la même période et qu'il vaut du coup 1100, et ben moi je vais pas avoir 1100, je vais avoir moins. Donc je vais perdre en fait, entre guillemets, de l'argent par rapport à si j'avais juste conservé cette ETH en portefeuille et que je l'avais revendu. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si ETH avait perdu 10%, j'aurais moins perdu que les 10%. Donc on peut dire que ça lisse d'une certaine façon. Donc évidemment c'est ERC20 compatible, donc ça va sur la blockchain Ethereum. Donc l'idée, comme je disais, c'est d'externaliser la liquidité. Et ce sont des particuliers qui prêtent à des acheteurs. Il n'y a pas, de grosse entité qui gère le truc derrière. Et on crée des pools de liquidité, quoi. Au niveau du token, il faut savoir que la supply c'est 3 milliards 3, qui initialement ont été libérés 1 milliard 3, mais enfin libérés, attribués, mais vestés, c'est-à-dire bloqués pendant une période de 1 à 4 ans selon certaines, j'ai pas le terme, selon certaines décisions. On a une émission sur un an, la première année qui était de 2 millions par jour. Ça fait quand même 750 millions, un poil moins, mais 750 millions à peu près sur l'année. Donc on est sur un truc qui est à 2 milliards. Ça fait beaucoup. Sachant que le reste va apparemment être émis d'une façon qui mathématiquement n'est pas connue, en tout cas que j'ai pas trouvé, mais qui va jusqu'en 2320. Donc ça, c'est pas très inquiétant. Par contre, sur la supply initiale, il y a des gens qui vont laisser. Il y a des gens qui vont vendre du token
et du coup ça risque de faire une pression baissière, à mon avis, en tout cas par étapes lors des périodes de déblocage du token. La répartition, celle que vous voyez en dessous, donc 62% qui vont aux fournisseurs de liquidités, on va expliquer après pourquoi, 30% aux actionnaires qui ont investi dans le projet, 3% aux employés, 5% en réserve. C'est pas énorme, mais en même temps on n'a pas tellement besoin de réserve vu que c'est les fournisseurs de liquidités qui proposent, qui font tourner en fait la machine, hein, qui proposent leur liquidité. Donc l'utilité du token, moi je la trouve assez restreinte. Donc elle permet de collecter les frais d'échange. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous proposez de l'argent en prêt dans une pool, il faut que vous ayez un tout petit peu de token pour pouvoir faire les transactions, pour pouvoir collecter du coup les frais que vont payer en face les gens qui empruntent. Ça permet surtout de la gouvernance, donc de déterminer comment va être orienté le projet, ce qui va se passer dedans. Donc c'est essentiellement un token de gouvernance, donc il ne vous rapporte pas d'argent concrètement. Et fut un temps, il y avait des airdrops, à savoir s'il y en aura d'autres, mais j'ai pas l'impression. Il est possible de stacker le token, ça permet de gagner un autre token qui s'appelle du VECRV, qui permet lui aussi de donner des droits de vote. J'ai pas vu d'informations disant qu'il permettait d'avoir quelconque avantage financier. Donc à part le revendre à des gens qui voudraient en avoir, mais la raison me semble pas évidente, bah, c'est pas que ça sert à rien, mais financièrement, moi personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Dites-moi si je me trompe, hein. Peut-être qu'il y a des éléments à côté desquels je suis passé, mais moi c'est ça que je comprends. Donc au niveau des forces et des faiblesses, un peu de façon généralisée. Très peu de frais de slippage, ça c'est bien, c'est un gros avantage. La V2 était un gros succès et a beaucoup plu. A priori, ça a vraiment permis de démocratiser la plateforme et le token. Donc ça c'est cool, donc la V2 c'est la version avec des cryptos, pas juste des stablecoins. C'est possible de créer ses propres pools, donc je pense que quand on est dedans, c'est quand même sympa de pouvoir mettre un peu ce qu'on veut, de l'échanger contre ce qu'on veut, de faire des parts qu'on veut, ça c'est cool. L'utilité du jeton CRV, comme j'ai dit, moi je la trouve pas incroyable. Elle a vraiment amélioré quand même par certains protocoles, notamment Convex Finance et Air Finance, qui permet de le stacker encore plus et de faire du coup des profits plus intéressants de ce que j'ai compris. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui aient envie de l'acheter de l'autre côté, hein. C'est toujours ça moi sur lequel je suis un peu dubitatif. Et du coup, une des raisons qui a fait que le token a fortement pump hier, c'est qu'il y a eu une grosse news, le stablecoin de Curve qui est prêt à arriver. C'est-à-dire qu'il y avait eu une grosse news en septembre, enfin une espèce de news leak, où en fait on annonçait que potentiellement il allait arriver, le token avait pump puis dump. Et là en fait il y a eu le white paper et je crois le protocole technique qui ont été plus ou moins montrés. Et du coup ça a certainement contribué fortement au pump. Point négatif, bah, évidemment beaucoup de concurrents, hein. Des decks il y en a pas mal. Alors certes là c'est la période de recrudescence, mais il va peut-être y en avoir d'autres d'ailleurs, parce que voilà, ça va être plus à la mode, hein, du fait de la chute de FTX. D'un point de vue technique, il y a certains points qui m'ont inquiété, sécurité, technique, hein, technique, sécurité. Il y a eu un hack en 2021, alors ça implique plusieurs decks, mais ça implique celui-ci quand même, c'était en novembre. Curve a été hack, donc le site, enfin son DNS a été hack cet été, en août je crois. Les utilisateurs en fait ont du coup cliqué sur un lien frauduleux qui a été introduit et ont perdu 570 millions, 570 000, pas millions, 570 000. C'est super chiant, vraiment c'est hyper désagréable, donc moi personnellement ça m'inspire pas confiance. Et il faut savoir que le lancement a été fait dans des conditions un peu curieuses et ça fait penser aussi à un hack parce qu'a priori il devait y avoir une période juste avant le lancement où il y avait des airdrops pour les investisseurs. Et il y a quelqu'un qui aurait trouvé le moyen d'accéder, de contourner la sécurité, le moyen d'accéder au, au lancement en fait, enfin au bouton de lancement si je puis dire, et à lancer du coup le protocole. Ce qui fait qu'un certain nombre d'airdrops n'ont pas eu lieu. Alors il n'y a pas eu de vraies conséquences graves à ça, donc on se demande, est suspecté la direction qui aurait peut-être voulu éviter de payer des airdrops, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'a retenu la presse, c'est qu'il y a eu un petit malin qui a réussi à contourner la sécurité et à lancer le projet en avance. Toujours est-il que dans les deux cas, moi je trouve ça pas franchement rassurant. Dernier point, et qui est une autre explication du pump d'hier, mais surtout du dump d'avant, c'est que quelqu'un de la direction ou le fondateur a placé un ordre très bas, un ordre d'achat sur ce token-là, et il y a un trader qui s'en est rendu compte et qui a voulu le liquider. C'est-à-dire qu'il a voulu faire plier le marché et shorter très très fort. Il avait 40 millions, donc il a emprunté pour shorter avec 40 millions et aller chercher la liquidation de la personne qui avait placé l'ordre. Ça a fait fortement chuter. Donc comment ça se fait? Ça c'est parce que le fait la capitalisation est faible. Donc dès qu'il y a des gros montants qui sont appliqués, bah, le prix devient très volatile, le prix baisse beaucoup.
encore une fois, c'est un point qui est pas très sympathique pour nous, qui voulons investir. Mais du coup, il a shorté fort, il a été liquidé, c'est-à-dire qu'il a pas marché, ça n'a pas marché son truc. D'autant que la personne qui avait placé l'ordre, je crois que c'est le propriétaire, a pris de la marge, hein, donc il a rajouté de l'argent. Au final, donc, du coup, c'est la raison, enfin, c'est de ça plus la nouvelle a fait un espèce d'énorme pump and dump, d'où la variation de prière. On va aller voir ça tout de suite sur le graphique. Donc, du coup, on le voit là. Donc, là, c'est le graphique en daily. Si vous regardez, ça a fait paf, 80%. Ce qui peut être intéressant, ah pardon, c'était un weekly, peu importe, ça fait 80% aussi. On peut mettre en daily. On voit que là, sur la journée, là que je refais, ouf, 80%. Un poil plus même. On voit qu'avant, il y a eu d'énormes baisses, hein, je veux dire, bien plus fortes. Donc là, vous voyez, paf, ça c'est l'histoire du shorter. Bon, ça fait que 45%, mais les bougies sont énormes. À titre personnel, je trouve que ça fait un poil peur. On voit quand même que sur la période du regain suite à au crash de mai-juin de Terra Luna, bon, ça a pris 150%. Donc est-ce que vous pariez sur le fait que ça va pump comme ça? Libre à vous. À titre personnel, je cherche des projets qui ont des fondamentaux solides et des tokens utiles. Et là, dans le cas présent, je trouve que effectivement le fondamental est bon, malgré des hacks qui personnellement me laissent avoir des réserves. Mais je trouve surtout que le token n'est pas super utile, en tout cas d'un point de vue financier. J'irai pas en acquérir, je vois pas trop l'intérêt de la chose. Voilà, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.